dire quel charisme. Merci à vous, très chers téléspectateurs. On est heureux de vous retrouver. Ça démarre bien avec la danse. Eh bien, nous vous apporterons quelques informations, ça et là. Déjà, on a un thème retenu pour cette émission. Les génies me parlent. Vous vous attendez certainement à Mewé. Je dirais non, il ne s'agit pas de Mewé. Il n'y a pas qu'à lui seul que les génies parlent. Il n'y a pas qu'à lui seul. Alors, Traoré Seyan, c'est donc notre invité témoin. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Mais avant, découvrons son portrait. Originaire du sud-ouest du Mali, Sayon Naman Traoré, 35 ans, vient d'une famille de 14 enfants. Il fait ses études primaires à l'école fondamentale de Kiné-Roba, puis les langues et littératures au lycée Mamadou Mbodj de Sébenikoro à Bamako, où il passe son baccalauréat avec la mention bien. C'est un diplômé en gestion des ressources touristiques de l'Institut universitaire de gestion. Il entreprend également d'autres projets d'études à la Faculté des langues, arts et des sciences humaines et à l'Institut de formation des maîtres de Bougouni. Notre invité a par ailleurs un grand engouement pour l'écriture, domaine dans lequel il excelle. Les génies me parlent est le thème sur lequel Sayon Traoré vient nous faire part de ses inspirations. Avec Caroline, recevons-le. Merci donc de recevoir notre invité témoin du jour, Sayon Traoré, qui s'installe. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Est-ce que vous avez entendu des voix encore ce matin? Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, d'accord, on y reviendra. Et Dr Philo fait partie de cette équipe. On a envie de le voir, tout simplement. Merci de le recevoir. C'est mon avis, avec Dr Philo. Les génies vous parlent. Le métier n'est pas facile. Hein. En fait, je voulais... Monsieur, vous que génie vous parle là, est-ce que pour des génies là, puis comme ça Petit amusement, je voulais faire là. Je dis, allez-y, ma cité, pour je vais imiter génie, vous allez payer pour qu'il y ait piment dedans. Ah non, ça c'est pas comédien. Souvent on s'amuse, souvent on fait ça, mais il y a des poudres qui brûlent. Et ces poudres de génie brûlent. Mais vous, moi je suis étonné. Quand on dit, vous-même vous dites génie vous parle là, vous les avez vus. Ils sont de quel pays? D'Afrique. Génie façon? D'Afrique. Génie Nigeria? Non mais ça pour vous dire que cette histoire de génie, on n'arrive pas à cerner la chose. Vous qui voyez les génies, venez nous dire ce qu'ils disent. Allez dire aux génies que pour qu'on souffre. Allez dire aux génies qu'on souffre à Bobo. Allez faire les commissions aux génies. Aïe, quelqu'un qui parle à génie, il est sur mon plateau aujourd'hui. Mon frère, je vais lui donner toutes les commissions. Franchement, je vais vous donner toutes les commissions. Je me demande si vous allez partir avec tous ces colis là. Il y a tellement de propriétés. Merci beaucoup, docteur Philo. Je vais dire tout simplement que c'est vrai que la poudre brûle. Là, on est en plein dans votre Voilà, on est en terrain. plein, non. Je veux dire que tout simplement, malgré qu'on parle de génie, mais combien de fois je vais dire, c'est quand vous croyez à quelque chose que ça vous arrive. Et je déplore, je l'ai dit ici à maintes reprises, des vives malinqués d'abord qui vont acheter génie, arrêtez. Vous allez acheter génie 10 francs, génie va vous faire du mal. C'est devenu un phénomène de mode. Ça existe, ça? Oui, ça existe. C'est francs, c'est devenu un phénomène. Il y en a mais quand ils s'énervent, il ne faut pas réveiller mes génies. Donc toi, t'es génie d'homme. Toi, t'es génie d'homme. Donc, voilà. Et les génies, de tout le monde, dites-nous, est-ce qu'ils sont bien ou ils ne sont pas bien? Il faudra dire, quand tu passes et accident, on dit c'est génie qui fait passer ses affaires comme ça. Allez-y, allez-y, quand camion tombe, tu dis, franchement, au moment où j'ai commencé à croire en l'existence des génies, c'est quand mon fils, mon dernier de 11 ans, Guy Maron, il est à la maison là, vous le connaissez, puis lui vous connaissez. Il me dit, il faut saluer tata, son lait est fini. Il me dit ça. Pourquoi il a dit que il a commencé à croire en génie, c'est le jour où il allait à l'école et quand il a eu 19 de moyenne, lui ont donné, comment on fait ça même? Certificat d'études, on dit il est l'ultra génie surdoué. Quand j'ai vu ça, tu es génie, donc je vais mettre au monde des génies.
Voilà, c'est là que j'ai commencé à croire. Sinon, je ne croyais pas avec les génies. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À chacun sa définition. Merci, Dr Philo. Retrouvons à présent Paterna Sémian pour le micro-trottoir. Le micro-trottoir avec Chris Paterna-Sémian. Force surnaturelle ou croyance populaire, de toute évidence, chacun y va de sa définition et de sa représentation. Mais au-delà de toutes ces hypothèses, une seule question demeure. Croyez-vous que les génies existent? Les génies existent, mais tout cela dépend de l'entendement et puis de la croyance de chacun. Je ne pense pas que les histoires des génies, ça existe. Ça, c'est le truc que je peux dire que c'est la sorcellerie, sinon ça n'existe pas. Je ne crois même pas, je n'ai jamais vu. Je ne crois pas que les génies existent. C'est que moi, je crois qu'il y a des gens qui se transforment pour certaines choses. Mais les génies n'existent pas. Les génies existent. C'est les forces des ténèbres, ils existent. En Afrique, avant que la religion chrétienne arrive, les êtres humains, les Africains noirs croyaient et continuent même de croire encore en ces êtres-là. Les génies et autres, là, ça existe vraiment. Puisque nous sommes au bord de l'eau, vous constatez qu'il y a la lagune qui est là. Nous qui sommes ébouillés, nous croyons, on a notre génie de l'eau, qui croit en ça, qui s'appelle Gadjibato, croit en ça. On a construit un temple spécial pour lui, tout. Donc c'est l'Afrique. Ce sont nos coutumes et autres, on ne peut pas négliger ça. Même malgré le christianisme, on croit toujours à nos mythes. Merci beaucoup. Et parlant de christianisme, nous profitons donc pour saluer tous les chrétiens catholiques parce que le jeûne chrétien commence aujourd'hui. Voilà, beaucoup de courage. C'est parti pour 40 jours de pénitence. Revenons donc à notre invité témoin du jour, Sayon Traoré. Eh bien, on rappelle que vous êtes écrivain, enseignant, vous êtes d'origine malienne, c'est bien cela. On aimerait savoir, et on est très curieux d'ailleurs de savoir, à quel moment les génies ont commencé à vous parler. Merci beaucoup et je remercie l'État ivoirien, surtout ce plateau télévisé, cette chaîne suivie même au-delà des frontières ivoiriennes. Et je vous remercie de m'avoir accueilli sur ce plateau. Nous donnons la parole à tout le monde ici. Avant d'aller loin, je dois élucider un petit point pour que le cadre soit parfaitement clair pour tout le monde. Et il y a eu une voix mystérieuse qui a fusé quelque part au centre du continent africain et qui était chargée d'une sorte d'appel à l'adresse des honorables esprits, des génies protecteurs des États africains. Ces génies protecteurs n'ont rien à voir avec la perception ou la croyance populaire qui attribue des intentions maléfiques aux génies ordinaire ou je ne sais pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il y a deux types de génies? Je ne sais pas, je ne connais pas. Parce que vous parlez de génie protecteur et puis vous parlez aussi de la croyance. Dans ces témoignages-là, je pense que les gens ont tendance à attribuer des intentions maléfiques aux génies. Bon, pour moi, ça, c'est les honorables esprits des États africains. Là, dedans, les honorables esprits? Les honorables esprits des États africains. Les honorables esprits? Oui. Les esprits, il y a cette députée. Oui. Donc, ici... Et chaque esprit, quand la voix là a fusé, qui était chargée d'un appel à l'adresse des esprits des États africains, chacun d'eux a entendu et il s'est mis en marche en direction de là d'où l'appel venait. Et ils se sont retrouvés sur une même place pour la première fois. Là, c'est un langage qui nous dépasse. Alors, si nous allons pas à pas, je pense que ce sera facile. Oui. Le message sera accessible. Déjà, vous êtes enseignant. Je ne sais pas si c'est dans votre enfance, pendant votre adolescence ou pendant que vous êtes encore enseignant, que les génies ont commencé à vous parler. À quelle étape de votre vie avez-vous entendu la voix des génies pour la première fois? Ce n'est pas à fréquence régulière. Et j'ai entendu cette voix-là il y a 2 ans de cela. Il y a 2 ans de cela. 2 ans de cela. Dans quel cadre? Bon, l'excès de balade conduit à des découvertes, dont certaines très troublantes. Constamment en balade, je me suis retrouvé de façon très fortuite dans les alentours immédiats de ces lieux sacrés de rendez-vous. Et ils m'ont incidemment sommé de me joindre à eux pour faire office. C'était où exactement? Au centre du continent africain, quelque part au centre du continent africain. Comme je l'ai dit, l'excès de balade conduit à des découvertes. Donc, ils m'ont sommé de me joindre à eux pour faire office non seulement de médium, c'est-à-dire celui qui comprend la langue des génies et qui parle également
la langue des humains. Et j'étais le médium, ils m'ont dit de faire office de médium et des rapporteurs, et même d'observateurs passifs, donc des rapporteurs maintenant chargés de la mission de remettre la boussole aux Africains égarés depuis l'indépendance. Et voilà ma mission. Je suis venu en Côte d'Ivoire ici pour m'acquitter de ma part de mission et inviter mes frères ivoiriens à m'aider à diffuser les idées ou les messages des honorables esprits à travers le continent. Quand vous parlez d'excès de balade, on ne sait pas si c'est une randonnée, on ne sait pas si c'est spirituellement que vous avez effectué un voyage pour vous retrouver à sur un site que nous ignorons tous. On ne sait vraiment pas. Est-ce que vous pouvez éclairer notre lanterne à ce niveau avant que nous progressions dans ce sujet? D'accord, je peux invoquer le 5e amendement des honorables esprits. La Constitution, ils disent... Ici, là? Oui, ils disent que si je ne dois pas répondre à certaines questions, on risque de ne pas les réentendre. Non, mais alors, lorsque vous vous êtes retrouvé sur ces sites, qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement? Et ils disent que voilà une bonne première. Il y a une première fois à tout. Et ils considèrent que ça, c'est une bonne première fois. C'est-à-dire qu'amener les Africains à une sorte de prise de conscience. Il a été constaté que tous les autres continents ont abouti à de grandes avancées, à l'exception du continent africain. D'accord. Il y a quelque chose qui nous a échappé depuis le départ. Et nous nous sommes peut-être trompés de priorité. On a mal choisi nos cibles ou je ne sais pas quoi. Mais ils disent que si un esprit a une enveloppe corporelle, c'est bien le territoire qui porte son nom. S'il a des enfants, c'est bien les occupants ou les habitants du territoire. Donc, à la manière d'une mère poule, et ces territoires, encore moins, ces habitants ne peuvent être... nul ne peut abuser d'eux sans attrister l'esprit et l'amener à se manifester et de façon très légitime. Donc, ils disent qu'ils ont été, ils sont et ils seront jusqu'à la fin des temps. La ménopause est une chose qu'eux, ils ne connaîtront jamais. Donc, ils méritent amplement que les Africains se battent pour leur cause. S'ils ne le font pas, et même ils prendront leurs responsabilités. Parce qu'ils ont commis une première grande erreur, celle d'avoir laissé leur cher sort entre les mains des Africains restés longtemps amorphes et égoïstes. Donc, ils disent qu'ils avaient oublié que les humains ne sont que des simples mortels. Ils passent et eux, ils restent. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi vous? Pourquoi ils vous ont choisi ou c'est vous qui les avez choisis? D'accord. Pourquoi moi? À cette question, seuls le destin et les honorables esprits peuvent répondre. D'ailleurs, si les honorables esprits m'avaient demandé mon opinion... Ça me fait quand même peur et bizarre en même temps quand vous dites les honorables esprits. Oui. Donc, s'ils m'avaient demandé mon opinion avant de me commettre à cette mission délicate, je leur aurais suggéré de faire appel au service d'un expert africain. Il y en a plein en Afrique. Des professeurs... Peut-être que vous étiez disposé, vous aviez peut-être... non, des professeurs agrégés, je vais en venir, ou des professeurs agrégés, ou même des docteurs, ou même d'un acteur politique. Mais l'ennui avec ça, c'est que lorsqu'on laisse travailler les intellectuels africains sur n'importe quel projet de développement, ils ont cette vieille mauvaise habitude de mettre les choses au-dessus de la compréhension du reste de la population. Je ne sais pas si c'est fait intentionnellement pour que les petits restent petits et que, c'est-à-dire que les quelques rares illuminés de la société restent les seuls illuminés. Donc, on m'a choisi comme ça. Je n'ai aucune connaissance de leurs critères de choix, mais... Ils ont jeté l'air dévolu sur moi. Et concrètement, depuis ces 2 ans, qu'est-ce qui a été fait? Je veux dire, puisqu'ils vous ont porté des messages sur le développement, hors antenne, vous me parlez de la précarité de l'Afrique, de ses ressources minières, de ses matières premières qui sont mal utilisées. Alors, quelles sont les solutions qu'ils donnent et qu'est-ce que vous avez fait depuis lors pour améliorer les conditions de l'Afrique? D'accord, j'étais en train de rédiger... Parce que je ne fais que rapporter ce que j'ai pu glaner dans leur discours très inspiré sur les situations africaines. Ils étaient très inspirés. Ils se préoccupent du sort de ce continent. Donc, ils se disent qu'ils doivent chercher des solutions aux problèmes d'un continent dont ils sont les éléments constitutifs. Vous voyez? Donc, ils disent qu'il y a eu 5 cas majeurs qu'ils ont évoqués et sur lesquels ils se sont attardés. Ce sont en l'occurrence l'afro-pessimisme, le pessimisme des Africains, et la défaillance du système éducatif en Afrique, et la précarité en Afrique, comme vous l'avez si bien dit. Il y a aussi les ressources et matières premières du continent africain qui sont affreusement gérées. Il y a aussi les orientations politico-militaires, économico-culturelles dictées.
Donc, ils ont parlé de ces 5 cas. Et il y a eu, parallèlement à ça, ils disent que ce ne sont pas les seuls cas qui sortent du contexte en Afrique. Il faut ajouter à la liste les histoires de groupes ethniques, de tribus, de clans. Au début de la mondialisation, à la rencontre des civilisations, au rendez-vous du donner et du recevoir, les Africains se sont présentés avec des choses dont aucun participant n'avait besoin. Nous n'avions dans nos bagages que des histoires d'ethnie, et des histoires de tribus, et des séismes institutionnels, et des histoires de fétiches. C'est une question sensible, mais on va en parler. La question ne va pas rester tabou. Et pendant que les autres ont travaillé sur des choses qui correspondent au talent du monde d'aujourd'hui, pendant que les autres se mettaient en phase avec les enjeux du monde d'aujourd'hui, nous, Africains, on est restés accrochés à des choses mal assorties avec les réalités du moment. Je relance tout de même ma question. C'est vrai que vous avez écrit, bon, on le dit à tort ou à raison, que les Africains n'aiment pas lire. Alors, si vous voulez leur cacher un secret, il faut le mettre dans le livre. Alors, en dehors de l'écriture, en dehors des livres, quelles sont les actions que vous avez posées pour changer la donne? Moi, pour ma part, je ne suis pas un faiseur de miracles. Je suis juste chargé d'une mission, celle de diffuser les messages des honorables esprits des États africains. Comment vous diffusez ces messages? Quels sont les canaux que vous utilisez pour diffuser ces messages? J'ai commencé il n'y a pas longtemps. Et en Bambara, on dit un proverbe. On dit même que ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu veux envoyer un message à Dieu, il faut charger la fumée de cela. Elle monte, elle monte, elle monte. Ça va arriver un jour. Donc, j'ai fait mes premiers pas ici. Dans cette histoire, dans cette... Pas sur ce plateau, hein? Oui, sur ce plateau même. Ça, c'est le premier pas. Ah, c'est vos premiers pas. C'est-à-dire, depuis 2 ans, vous avez reçu le message de vos honorables génies? Et les œuvres-là ont été éditées dernièrement, c'est-à-dire le mois d'octobre passé. D'accord. Voilà, donc la diffusion des messages maintenant, j'ai fait les premiers pas ici, sur ce plateau. Mais en réalité, vous-même, qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous avez commencé à entendre ces voix? J'ai compris les messages de ces honorables esprits et j'adhère pleinement aux propositions qu'ils ont faites. Et je vous invite tous à faire autant. Il n'y a que des meilleures solutions qui sont là-dedans et qui n'attendent que d'être appliquées pour produire des effets positifs et immédiats. Jusque-là, les problèmes ont été posés. Quelles sont les solutions aux différents problèmes de l'Afrique? Les solutions au pessimisme, il faut faire comprendre... Il y a 5 cas. Ça commence par le pessimisme, l'afro-pessimisme. Il faut faire comprendre aux Africains que les gros moyens que les autres mettent en avant pour nous réduire magistralement au suivisme ne sont pas tombés du ciel. Ils ont été créés. Et les mains peuvent donner forme à tout ce qui sort de l'imagination. Les autres ont cru, ils ont voulu et ils ont pu. Quand vous dites les autres, c'est qui? Les autres, nos continents voisins. Continents continents voisins, l'Asie, Amérique, Europe et Océanie. L'Afrique est le 5e continent de la planète Terre. Donc les voisins, ils sont en avance par rapport à nous. Mais les gros moyens qu'ils ont aujourd'hui ne leur sont pas tombés du ciel. Ce sont juste l'aboutissement d'un long processus de recherche. Ils ont consenti aux efforts de recherche qui requièrent le développement. Mais la plupart de leurs recherches proviennent d'ici. Pourquoi vos honorables génies n'ont pas empêché ces derniers-là de venir piller nos biens? Parce que c'est ça. Si vous disiez tantôt que vos honorables génies sont des gens qui ne connaissent pas la monopause, qui étaient là depuis le temps des temps. Pourquoi ils n'ont pas empêché nos dirigeants quand même de se comporter de la sorte? Pourquoi ne pas, s'ils sont là pour nous protéger? Parce que c'est déjà là, ça est là. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas empêché les esprits là? Puis c'est maintenant, le problème est là maintenant, et ils vous envoient vers nous. Ça, c'est, je mets la place de... je mets la place du pessimiste que vous observez de loin, en fait. Sinon, moi, je vous comprends parfaitement. D'accord. Et je dois dire que c'est une très bonne question. Et ils disent, les honorables esprits, ils m'ont dit que les Africains sont les seuls mieux placés pour écrire l'histoire de l'Afrique, à condition qu'ils se civilisent. L'élément qui manque à notre grande solution aujourd'hui, c'est le manque de civilisation. On ne se civilise pas. Ce n'est pas une insulte. Si, je vais le dire aujourd'hui, si on avait laissé ces soins
à un blanc ou à un homme d'une autre couleur, les Africains allaient se sentir offensés. Mais il faut qu'ils chargent un Africain noir pour dire cette vérité aux Africains. Il faut qu'on le dise rondement, tout cru. Donc, on ne se civilise pas. On a toujours dans nos bagages, on est toujours resté attaché à des choses qui ne correspondent pas au talent ou qui ne correspondent pas aux attentes de l'humanité d'aujourd'hui. Donc, il faut laisser aux institutions le rôle que les institutions réclament. Il faut ouvrir les portes de nos écoles à un système éducatif qui aide à élargir le champ de réflexion des apprenants. Il nous faut un système éducatif qui disciplinera le mental trop distrait des Africains. Et il nous faut un système éducatif il faut élever le niveau de pensée en Afrique. Et le niveau de vie d'une société est toujours fonction du niveau de compréhension des hommes qui y habitent, des hommes et des femmes qui y habitent. Chez les Blancs, c'est différent. On fait la comparaison. Il faut faire cette comparaison. On va voir que nous sommes presque les seuls en retard de toute l'histoire de l'humanité. Et on fait quelque chose maintenant. Le moment est venu maintenant d'amener les Africains à penser pour eux-mêmes et de façon très décomplexée. Il ne faut pas toujours laisser... Le moment est venu de nous ouvrir à l'expérience. Excusez-moi. De nous ouvrir à l'expérience. On fait toujours fi des défis qu'il faut relever pour être en phase. Ce que vous dites est très intéressant. En même temps, ce n'est pas forcément des éléments nouveaux que vous êtes en train de nous apporter. Ouais. Je veux dire, si vous nous disiez auparavant que voici ce qu'il faut pour changer l'Afrique, sans forcément passer par le message des génies, est-ce que vous ne pensiez pas que votre message serait mieux perçu par les Africains que de vouloir peut-être vous cacher derrière ces génies-là? Parce que nous, on ne sait même pas si effectivement les génies vous ont parlé ou si c'est une façon d'effrayer l'Africain ou peut-être de le pousser à adhérer à vos idées. Non, ce n'est pas le cas. L'Africain, donc la première question c'est, l'Africain fait le diagnostic de ses problèmes, puis il identifie la cause et enfin il choisit d'en faire abstraction. On s'enferme dans la naïveté choisie, on se montre avoir perdu le contrôle pour quand même tenter de faire pitié et même réclamer l'indulgence des concurrents sur le champ du mondialisme. Ça ne nous a pas réussi. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, on a essayé ce procédé et ça ne nous a pas réussi. Le moment est venu de faire l'effort nécessaire. Et l'effort a toujours été la dernière option des Africains. Voilà, donc il faut faire quelque chose. Ça va changer. Merci beaucoup. Ce n'est pas encore terminé l'échange. On marque une pause avec la pub. On se retrouve dans quelques instants. C'est midi, c'est ça. Notre thème du jour, les génies me parlent. Cette phrase est de Traoré Seyo, notre invité témoin du jour. Et bien, juste avant la pub, vous donniez quelques solutions pour trouver des solutions qu'on pourrait trouver aux difficultés de l'Afrique. Et je pense qu'il y avait deux personnes qui voulaient s'exprimer à ce sujet. Donc, le doyen et ensuite Raïssa Diaby. Allez-y. Bon, monsieur
Traoré écrit à la page 5 de son ouvrage, que j'ai lu, j'ai survolé. D'ailleurs, je vous félicite parce que votre plume a réussi à me séduire. Merci beaucoup. Il écrit à la page 5, enfin, les esprits, le sujet décrit à la page 5, le retard de ce continent par rapport aux autres résulte de la roublardise, du manque d'intégrité morale de certains Africains d'antan. Et puis, à la page 16, il enchaîne, il dit « Les gouvernants africains préfèrent le chemin rapide de l'enrichissement personnel, celui d'aller contracter des dettes colossales au nom des États africains auprès des grandes institutions financières pour ensuite les détourner. On aurait évolué d'une étape à l'autre si on avait jeté une solide base de travail. » Je m'arrête là. Je voudrais remarquer quand même que c'est des solutions. Dénoncer des tares qui freinent l'évolution d'un continent, c'est apporter des solutions. Donc je ne vois pas comment on peut aider le continent africain autrement. C'est à nous de prendre notre destin à main, en cultivant, en renouant avec certaines valeurs qui peuvent servir de base à un développement économique. Exactement. Merci beaucoup, doyen. Alors, Aïssa, moi je veux bien savoir, tout de suite dans votre portrait, on a appris que vous êtes professeur. Et dans vos propos, vous avez dit, ça fait maintenant 2 ans que vous communiquez avec ces génies. Mais qui dit professeur, dit un homme intellectuel. Pourquoi, en tant qu'intellectuel, vous n'avez pas dénoncé ce phénomène du retard de l'Afrique et proposé des solutions, et maintenant attendre que les génies vous parlent pour venir dire, c'est parce que les génies m'ont parlé, les génies ont dit que l'Afrique est en retard, il faut faire ci, il faut faire ça, que j'ai écrit un livre pour dénoncer cela et apporter des solutions. En tant que professeur, on ne peut pas le faire. Il faut forcément passer par des génies. D'accord. Une bonne question. Et les honorables esprits, ils sont d'une capacité de jugement sans faille. Je n'ai pas attendu qu'ils me parlent pour me prononcer. Et je n'ai pas non plus rien fait parce que dans un environnement où tout est vu en impossible, rien ne peut se réaliser. Les Africains se résignent face à des défis qui peuvent être, qui ont été élevés haut les mains par d'autres gens. Mais nous nous enfermons dans la naïveté choisie. Ce n'est pas en ignorant les problèmes qu'ils peuvent se résoudre. Les difficultés qui pèsent sur ce continent sont réelles. Il faut des réels efforts pour les culbuter. On ne les fera pas disparaître d'un trait d'esprit, encore moins en chantant des incantations. Donc, les Africains doivent se mettre ensemble pour grandir. Et que pense votre entourage de tout cela? De tout cela, bon, c'est... Comment est-ce qu'ils vous jugent? C'est le début même d'une grande aventure. Et beaucoup de gens n'en sont pas pour le moment informés ou ils ne sont pas au courant. Je ne sais pas. Et je ne m'attends pas beaucoup à un accueil affable de leur part quand ils l'auront appris. Mais c'est le moment. C'est le moment. L'heure a sonné. Voilà. Donc les génies et les esprits, les honorables esprits me disent de faire ma part de mission. Nous n'avons pas terminé de vous interroger. Nous allons à présent faire appel, non pas à un génie, mais à Paulus Agathon pour les réactions des téléspectateurs. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Paulus. Oui, bonjour Caroline. Bonjour Paulus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, Caroline, sur la page Facebook, les honorables esprits des internautes, franchement, ils ont beaucoup de questions. Ouais. J'imagine. Voilà. On a Joël Kofi qui dit qu'est-ce qui prouve l'existence de ces génies-là? Est-ce que ce n'est pas une histoire montée de toutes pièces pour faire la promotion de votre ouvrage? D'accord. C'est une question qui m'a été posée et je me sens obligé d'y répondre. Je n'ai pas besoin du soutien financier de quelqu'un ou de l'apport financier de quelqu'un pour faire cette mission.
Voilà pourquoi le prix de ces livres-là est même cassé. On va même juste récupérer les frais éditoriaux qu'on a eu à engager. Promotion de ces livres-là, ce n'est pas l'intention. L'intention est de m'acquitter de mon devoir et de transmettre la boussole aux Africains. C'est ça. Qu'ils ne s'inquiètent pas. Je compte pas, je ne suis pas un ambitieux de l'argent. D'accord. Junior, à Samoa, il dit, moi j'aimerais savoir dans quel état vous trouvez-vous quand les génies vous parlent? Dans quel état? Oui. Est-ce que vous êtes lucide ou un état particulier? Bien lucide, mais je ne peux pas aller au-delà de ça, au risque de ne pas revoir les génies, de ne pas les réentendre. D'accord. Oui. Pierre Aaron Oliveira, il dit, moi j'aimerais savoir, est-ce que vous croyez en l'existence d'un être suprême et divin, à savoir Dieu? Si oui, est-ce qu'il y a coexistence entre les génies et Dieu? Bien. Apparemment, c'est la question que vous attendiez beaucoup. Il y a un passage dans l'Assemblée 1, la session 1 de l'Assemblée des honorables esprits, où la question des religions a été abordée. Les génies protecteurs disent que Dieu est l'absolue vérité. Okay. Dieu est tout ce que la raison peut percevoir de merveilleux. Se trompent ceux qui pensent que la raison humaine s'oppose à Dieu. Par exemple, Dieu même dispense de toute adoration, de toute activité d'adoration, une personne qui ne jouit plus de ses facultés. Donc, il faut être doué d'une raison pour percevoir Dieu. Les esprits là, ils croient en Dieu. Ils disent, les Africains, nos enfants ne sont allés conquérir aucune parcelle, une moindre parcelle de cette planète Terre ailleurs. Ce sont les autres qui ont débarqué chez nous avec des idées qui surprennent par leur incongruité. L'Occident est venu d'abord en Afrique, balayer nos croyances et nos cultures et les remplacer par des trucs qui n'ont rien à voir avec nos réalités. Donc ça, c'est l'Occident. Sans tenir compte de nos valeurs morales ou de nos valeurs culturelles. Et nous croulons sous le poids de ces emprunts forcés qu'on a eu à faire aux cultures d'autres gens. Et c'est l'Asie, Honorable Mozambique a dit ça, Honorable Mozambique. Il dit que, pour compléter ce que vient de dire l'Honorable, c'est l'Asie aussi qui a débarqué chez nous avec des histoires de religion. On est heureux d'avoir trouvé un moyen d'accéder à Dieu, qui n'a jamais été absent de notre Afrique d'ailleurs. Hein. Mais on est heureux d'avoir trouvé un moyen. Ces moyens-là, c'est quoi? C'est les religions. Ces religions ont été une sorte de connexion entre les hommes, les humains, et l'humain et le divin. Donc, les Africains n'ont aucune raison. Le procédé a été accompagné d'un petit danger. Le danger, c'est quoi? Au lieu de s'armer, les guides religieux, au lieu de s'armer de l'humilité pour fournir de l'aide spirituelle aux égarés et aux désespérés, ils ont plutôt pensé à se créer ou à se tailler des identités personnelles. Au lieu d'accompagner les gens sur le chemin de Dieu, chacun pense à se créer un sous-système de croyance par lequel il dit mes disciples, quiconque ne fait pas comme moi est un ennemi. Voilà pourquoi il y a des conflits entre les co-religionnaires aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait passer toute une vie à débattre de ces sujets avec vous. En tout cas, merci beaucoup d'être venu partager votre expérience avec nous. Merci infiniment. Merci Paulus aussi pour les réactions des téléspectateurs. Oui, on vous retrouvera demain avec le même plaisir. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc, en ce qui concerne les œuvres de M. Traoré, nous avons l'Assemblée des honorables esprits des États africains et nous avons aussi Assemblée des honorables esprits. Ah, nous avons le tome 1 et le tome 2, c'est bien cela. Merci infiniment et nous profitons pour faire un grand coucou au peuple malien qui nous regarde en ce moment. Merci beaucoup, Seigneur. Et voilà, l'occasion nous est à présent donnée de recevoir nos invités surprises. Nous allons parler de championnat des Jeux mondiaux de spécial olympique à Abu Dhabi. C'est prévu donc du 14 au 21 mars. Recevons à présent sur ce plateau avec la chaleur qui convient à cette émission Ofia Koulibaly Madiara et Monsieur Kwame Anatole. Voilà. Merci beaucoup de recevoir nos invités.
Voilà, Madame Ofia Koulibaly Madiara, elle est médecin responsable de la commission familiale de spécial olympique. Et Monsieur Kwame, vous êtes directeur des sports spécial olympiques. Merci de votre présence sur ce plateau. Nous sommes dans le mois de mars, le mois de la femme. Autant pour moi. Je pense qu'on va passer la parole d'abord à la dame. Alors, parlons donc de ce spécial olympique, ce championnat des Jeux mondiaux de spécial olympique à Abu Dhabi. Ça promet tout de même. Tout à fait. Donc, dès demain, nos enfants prennent l'avion pour se rendre à Abu Dhabi pour compétir et donc défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Et ils sont là. Hein. On va leur demander de se tenir debout. Levez-vous, levez-vous. Merci beaucoup. Alors, une particularité... La particularité de ces enfants? Alors, donc, ce sont des enfants qui vivent avec un handicap intellectuel et qui, grâce au programme spécial olympique en Côte d'Ivoire, arrivent à s'entraîner, à pratiquer du sport pour leur santé. Et également, l'avantage du spécial olympique, c'est en termes d'insertion sociale. Donc, quand les enfants reviennent avec des médailles, vous savez tout le regard qu'on porte sur l'handicap intellectuel dans nos communautés. Donc, quand un enfant arrive à surmonter cet handicap, à voyager à l'extérieur du pays et à remporter des médailles, cela change énormément le regard des membres de la famille, des membres de la communauté sur cet enfant. Mais est-ce qu'ils ont véritablement l'attention qu'ils méritent lorsqu'ils ramènent des médailles? Pas du tout. Là, en 2015, nous sommes revenus avec 28 médailles. 28 médailles, la Côte d'Ivoire. Le responsable de sport pourra revenir là-dessus. La Côte d'Ivoire a été championne du monde en basket, championne du monde en natation. Bravo! Et Deme Bakela, qu'on a eu le plaisir de recevoir sur ce plateau. Alors, dites-nous, quelle est la plus grande difficulté dans l'encadrement de ces athlètes-là? Je disais tantôt que la grande difficulté, c'est le maître mot aussi, c'est la patience. La patience avec ces athlètes-là, puisque c'est des personnes qui vivent avec un handicap intellectuel. Donc il faut être patient et puis être à leur écoute et puis à l'écoute de toute la famille autour de ces enfants-là. Être patient et être à leur écoute, nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance. En tout cas, merci beaucoup. Bonne chance à toute la délégation. Et puis, revenez-nous comme d'habitude avec des médailles. On va vous réserver une belle surprise. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Un seul micro, vous retournez avec le vôtre. Voilà, merci beaucoup. Alors, Aïssa Diaby, c'est à lire? C'est maintenant. C'est maintenant. Minutes et SMS tout réseau, Internet cadeau. Profite des forfaits Easy Heure plus de Move. Et à partir de 300 francs, on t'offre l'appel illimité vers 5 numéros. Tape maintenant étoile 303 étoile 1 dièse. Move, no limit. C'est à lire avec Raïssa Diaby. De lecture, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Public de ce midi, je vais vous demander d'accueillir Monsieur Guy Blanc, qui est un cadre français. On accueille une invitée. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Alors, j'ai une petite question d'abord avant de commencer. Comment voulez-vous que je vous appelle? Monsieur Guy Blanc ou le petit villageois ou le plus ivoirien des Français? Le plus ivoirien des Français me plaît beaucoup. Ah bon? D'accord. Alors, vous êtes là pour nous présenter votre œuvre, une autobiographie, un peu de blanc et beaucoup de noir. Exact. Le titre a beaucoup intrigué. En fait, donc, il s'agit de mon autobiographie liée à mon enfance et à mon adolescence ici en Côte d'Ivoire. En fait, ce petit blanc qui est arrivé en 1972 en Côte d'Ivoire, qui est reparti à l'âge de 18 ans, qui était complètement noir, qui était devenu un vrai Ivoirien. Et puis, s'en est suivi la déchirure, ce que j'ai appelé pour moi l'exil, parce que le paradoxe, c'est qu'en tant que Français devenu complètement Ivoirien, je me suis retrouvé dans un pays, la France, qui était soi-disant le mien, mais en fait que je ne connaissais pas, puisque moi j'ai connu mon premier flocon de neige, j'avais 18 ans. Et donc je me suis retrouvé comme un exilé, comme si un Ivoirien se retrouvait tout simplement à l'étranger. Ce voyage était un peu forcé parce qu'en fait c'était mon père
qui avait vu que dans ce petit blanc qui était devenu complètement noir, il fallait vite y remettre un petit peu de blanc. Bon, ce que le vieux n'avait pas analysé à ce moment-là, c'est qu'en fait, c'était gâté, quoi. Ah, je m'attendais au Nouchi. Non, mais il fallait quand même il fallait le Nouchi parce que vous avez pour dit qu'on se rende compte que vous êtes très bon en Nouchi, n'est-ce pas? Bon, c'est-à-dire que comme tous les enfants qui ont grandi dans les rues d'Abidjan, puisque les 4 premières années de ma vie ont été en brousse, moi, je n'ai pas eu le cursus des Français normaux, puisque les Français qui, à l'époque, faisaient de la coopération, venaient sur Abidjan. Moi, mon père a tout de suite été muté en brousse, donc moi, j'ai vécu avec les Ivoiriens. Je ne dis pas à côté, hein, je dis bien avec. Et donc, quand je me suis retrouvé sur Abidjan, parce que mon père a été muté donc, à l'université d'Abidjan pour former les futurs cadres ivoiriens en tout ce qui touchait en électrotechnique. Bon, je me suis retrouvé sur Abidjan, donc j'ai grandi dans les rues d'Abidjan, et comme tout adolescent dans les rues d'Abidjan, à un moment donné, quand on veut passer des messages et ne pas forcément que les autres comprennent, donc on rentre très rapidement dans le Nouchi. D'accord. Et la date du 20 décembre 2013, elle vous rappelle quoi, le 20 décembre 2013? Le 20 décembre 2013, ça c'est une année qui a été une des années clés pour moi, puisque c'est la date qui m'a permis de remettre enfin les pieds dans ma chère et tendre Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, pour terminer, est-ce que les jeunes filles de Mermoz vous enjaillent toujours? Ouh! Non, ça, les gars, je les ai fatigués, hein, mais c'est maintenant, ils me fatiguent encore. Ah, d'accord, monsieur Guy Blanc. Un peu de blanc et beaucoup de noir, c'est disponible où et à combien? Donc, je profite de votre question pour remercier les éditions FUPA, donc au travers de monsieur Seka, son directeur général, et Karine Ayemene, la directrice de production. Donc, ce livre est disponible dans toutes les librairies, surtout les librairies de France, hein, que ce soit à Marcory, que ce soit à Sokosé ou bien Plateau. Après, je ne sais pas quels sont les accords qui lient FUPA à toutes les librairies, mais si les gens sont intéressés, qu'ils posent les questions, on leur donnera les bonnes réponses. D'accord. RDV donc dans toutes les librairies de France pour se procurer un peu de blanc et beaucoup de noir de l'ivoirien, le plus ivoirien des Français, monsieur Guy Blanc. On se retrouve mercredi prochain. Merci beaucoup. Alors, il disait à l'instant que les filles l'enjaillent. Eh bien, je sens qu'il sera encore plus enjaillé à l'idée de voir ces dames qui vont faire donc leur entrée sur le plateau de ce midi, parce qu'elles, ce sont des drôles de femmes. Vous avez certainement entendu parler de cet événement assez original, authentique. Lupita, Jennifer Kissi, Eunice Zunon nous rejoignent sur le plateau de ce midi. Des drôles de femmes. J'ai dit, les femmes, vous êtes là. Parce que, à la lueur où on va, la fête devient grave. Je ne sais pas, les petites filles, elles se prennent pour qui? C'est à nous, elles veulent se comparer. Les filles, elles s'habillent, les ventres sont dehors, les fesses sont dehors, les cuisses sont dehors. Ça, la Marie, là, va te prendre pour t'amener dans la maison. C'est quoi? Il s'en va regarder encore. On te parle de la femme vertueuse. La femme qui s'habille bien, avec l'élégance. Et vous êtes là. Samedi, 16 mars, 20h. Drôle de femme au palais de la culture. Mesdames, venez, on va montrer aux petites filles là comment on s'habille. Venez, on va montrer aux petites filles. Philo, c'est quoi ça? Chérie, ça là raconte quoi ici là même? Vraiment? Hein? Quand on dit femme là, c'est ça là qui marche. C'est ça là qui marche. Vous là, on va vous envoyer parler où ça? C'est nous on fait l'affaire. Arrêtez de nous distraire là. On va fatiguer l'homme. Voilà. Oh, attendez là. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est-à-dire je viens d'arriver de Paris et j'entends déjà des rumeurs. Bon sang, macaroni sapé d'empire. Qu'est-ce qui se passe ici? Je dis ma copine, ce sont les vieilles gaulaises, ce sont des palais. Gens, elles ont venu monter sur nous le 16 mars au palais de la culture à partir de 20h dans le spectacle Drôle de Femmes. Merci beaucoup. Non, je dois leur dire que je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Il y a mes douanes qui viennent, il y a Bazé qui vient, il y a Clé qui vient, il y a Nascou qui vient. On va vous montrer. Merci. Noza et les Colontières, ça sera
un spectacle époustouflant avec bien sûr Clémentine Papoué, Bazé Thérèse, Nastou Traoré, Jennifer, Eunice Zunon, Alice Arzena. Eh bien, il y aura aussi les Jaguars. Et n'oubliez pas, Amoutati, Tatiana Rojon sera de la partie. Elle vient spécialement de France pour participer à cet événement à ne pas rater. Nous avons eu un énorme plaisir à vous présenter ce numéro de C'est Midi. On vous donne rendez-vous demain à partir de 12h pour le même bonheur. Au revoir.